Très bien, donc je pense que nous pouvons débuter. Alors déjà, donc merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour notre webinaire donc sur la vulgarisation de la dimension 5, qui est la sécurité des SI. Donc je suis Gwenelle Renou, donc chargée de communication au collectif SI. Alors Monsieur Vercruis, je vous laisse également vous présenter. Oui, bonjour, moi c'est Marc Vercruis, donc je suis le responsable des systèmes d'information des Papillons Blancs de Dunkerque et j'interviens en tant qu'expert SI auprès du collectif SI sur ce webinaire. Merci. Alors, très très brièvement, donc le collectif est une association créée en 2017, mais c'est depuis 2021 que cette fédération travaille, ensemble autour des enjeux de la transformation numérique des systèmes d'information et des services numériques en santé. Donc, nous avons pour mission d'accompagner la transformation numérique des ESMS sur l'ensemble des Hauts-de-France, donc notamment via l'appel à projet ESMS numérique. Et donc, en plus de cela, nous avons également un rôle d'information avec l'élaboration de dossiers de vulgarisation sur le numérique en santé, un rôle d'aide à l'émergence de projets avec une aide à la constitution de grappes et un rôle de capitalisation avec l'élaboration de retours d'expérience et de la mise à disposition d'outils. Et donc ce webinaire donc, est le dernier de notre cycle dédié à la maturité SI. Alors les trois précédents sont disponibles en replay directement sur notre site internet ou bien sur notre chaîne YouTube. Et donc Monsieur Vercruz, je vous laisse la parole pour la présentation de ce webinaire. Ok, merci. Donc, dernier webinaire, on va parler de la cinquième dimension, pas de la quatrième, la cinquième, qui est une dimension assez complète sur la sécurité du SI. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est pour ceux qui étaient là au webinaire numéro 2, de faire une petite analyse de la dimension sur l'outil que j'ai mis en ligne, permettant d'avoir une vue globale sur Maturin. Donc, je vais m'y connecter. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, on a deux grands indicateurs qui sont à gauche en orange les prérequis, à droite les indicateurs. Donc on sait que le prérequis 1.1.1, qui est les ressources SI internes, concerne 33 indicateurs. Et inversement, de l'autre côté, on sait que l'indicateur 5.3.2, qui est un indicateur de sécurité, a 14 prérequis. Donc ça permet d'avoir une vue un peu différente du référentiel Maturin. Donc, première analyse que je peux faire, c'est que les prérequis qui sont concernés par le plus d'indicateurs, donc ici en bleu, ben, on voit que c'est principalement la dimension 5, donc la sécurité. On voit 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5, 5.1.6, 5.1.4, 5.1.5. Donc le top 6 des indicateurs qui ont le plus de prérequis sont dans la cinquième dimension de la sécurité. Ce qui n'est pas étonnant, plus on met de choses dans notre système d'information, plus il faut le sécuriser. Alors, ce que je voulais voir aussi, j'ai ajouté depuis la dernière fois un nouveau critère de sélection pour voir quels étaient les indicateurs qui avaient des prérequis dans la même dimension qu'eux. Donc, si je cherche l'ensemble des prérequis qui ont les mêmes, pardon, l'ensemble des indicateurs qui ont un prérequis dans la même dimension qu'eux, ben, on constate aussi que la sécurité est fortement concernée par ce filtre. Si je prends uniquement la dimension 5 au niveau de la sécurité, là on a une autre constatation. Donc la dernière colonne ici du détail des indicateurs montre le nombre de prérequis par indicateur. Et on voit que dans la première des thématiques, ben, le premier indicateur il a un prérequis, le deuxième deux, trois, etc. Donc on se rend compte que, en tout cas dans la première thématique de cette dimension, les indicateurs sont évolutifs. C'est-à-dire que si je prends le deuxième indicateur, il a comme prérequis le premier. Si je prends le troisième, il a comme prérequis le premier et le deuxième, etc., etc. Donc l'outil permet de voir que les indicateurs de sécurité sont évolutifs.
Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Et on voit que ça, alors c'est moins flagrant par la suite, mais ça continue en fait à être comme ça. Donc si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on rentre dans le détail de chacun de ces indicateurs de sécurité. Hop, voilà. Donc pour la première thématique, sécurité des différents composants ici, on a plusieurs indicateurs. Donc le premier est plutôt organisationnel et stratégique. Donc là, en fait, c'est la documentation qu'il faut qu'on mette en place au niveau de la sécurité. La première chose, c'est une charte informatique. C'est connu depuis très longtemps, c'est avoir une charte informatique, une charte d'usage de l'outil informatique au sein de l'entreprise. Le degré de maturité suivant, c'est d'avoir un plan de continuité d'activité, donc un PCA. Un plan de continuité d'activité, c'est un plan qui permet de justement continuer nos activités principales s'il y a une coupure informatique. Donc on parle là de mode dégradé, on parle d'impression de documents, de retour en mode papier. Il faut le prévoir. Alors, on le prévoit pas pour tout, mais pour nos activités principales, notre cœur de métier, de pouvoir continuer l'activité si on a une panne informatique. Je pense surtout aux institutions médicalisées, les femmes, les masses, etc. S'il y a des traitements, s'il y a des choses importantes par rapport à la santé des usagers, ben, il faut qu'on puisse continuer à les avoir. Donc ça, c'est ce qui est le PCA, le plan de continuité d'activité. Ensuite, au niveau supérieur, on a le PRA. Donc ça, c'est le plan de reprise d'activité. C'est-à-dire qu'une fois que la panne s'est terminée, que tout est rentré dans l'ordre, ben, il faut reprendre l'activité comme elle était avant, en sachant qu'on a eu un PCA juste avant. Donc, tout ce qui a été fait papier, les décalages qu'il peut y avoir entre le système d'information et la réalité du terrain. Donc là, ça doit être prévu dans le PRA pour la reprise d'activité sans qu'il y ait de perte d'information. Et ensuite, le niveau 4, qui est le plus grand niveau, c'est d'avoir une politique générale de sécurité du SI, de santé, en l'occurrence. Donc là, il y a l'ANS qui a diffusé tout un tas de documents là-dessus. J'ai mis ça dans les références à la fin du diaporama. Voilà, c'est une politique générale de sécurité. Donc c'est un document qui reprend tout, en fait. La charte est dedans, le PCA est dedans, le PRA est dedans. Et c'est un corpus documentaire carrément qui doit être à jour et maintenu. Deuxième indicateur de cette thématique, c'est la sécurité physique. Donc là, on parle d'accès physique aux éléments du SI, au poste de travail, aux copieurs, aux baies informatiques qui doivent être fermées, aux salles informatiques qui doivent être fermées aussi à clé, une clé mise à disposition, jusqu'à l'habilitation. Ouh là là, il y a une petite coquille là, je viens de m'en apercevoir. Habilitation et registre d'accès des équipements pour qu'il y ait une traçabilité de l'accès à ces éléments actifs. Donc ça aussi, c'est important parce qu'en cas de problème, si on a une traçabilité, bon, on sait voir s'il y a quelqu'un qui a voulu s'introduire dans une salle informatique, qui a voulu ouvrir une baie, etc. Alors les deux indicateurs suivants, alors je trouve qu'ils sont assez bien faits. Euh, le niveau de maturité de ces deux indicateurs-là sont les mêmes. Et en fait, dans le référentiel, on énumère toute une série d'actions et on dit si on les a partiellement ou totalement intégrées dans notre récit. Donc, je vais vous montrer ces actions et je trouve qu'elles sont vraiment pas mal et qu'elles peuvent même nous permettre de faire un plan d'action sécurité rien qu'avec ces deux indicateurs-là. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Donc, au niveau de la sécurité des systèmes et réseaux hardware, on a toutes ces séries d'actions qui sont définies dans le référentiel que je vais vous énumérer et vous expliquer. Donc, il faut qu'on accède au système et réseau tout le temps de manière authentifiée. C'est-à-dire que les éléments système et les éléments réseau, si on n'a pas de code d'accès, on ne peut pas y accéder. Il faut savoir que quand on met en place des éléments système et réseau,
généralement, on achète un switch, un firewall, un hub ou quoi que ce soit. Il y a un accès administrateur par défaut, admin password, etc. Ça, il faut absolument le changer parce que si on laisse celui par défaut, ben, n'importe qui pourrait avoir un accès physique dont on parlait dans l'indicateur précédent, hein, donc on voit bien que tout est lié. Si l'accès physique est confirmé et que le mot de passe n'est pas changé pour le compte d'administration, ben, n'importe qui connaît ces systèmes peut avoir accès. Ensuite, on nous dit comme action d'enregistrer les logs de connexion Internet. Ça, c'est un truc qu'il faut faire et qui est même obligatoire pour les connexions d'invités, pas pour les salariés, mais pour les invités, de savoir qui a fait quoi et quand sur Internet. Ça, par exemple, c'est opposable quand il y a un juge qui demande d'avoir accès au log Internet. Ensuite, il faut des équipements de sécurité de réseau qui tournent, qui sont actifs. Donc là, il y a aussi tout un tas d'équipements qui permettent de sécuriser les réseaux, qui surveillent s'il n'y a pas de connexion intempestive, s'il n'y a pas de gens qui essayent de se connecter au réseau de manière anormale, etc. Donc il faut que ces équipements-là existent et soient actifs. Alors ça, c'est important aussi. La séparation des comptes système et utilisateurs. C'est-à-dire que on en revient à la première dimension. Vous avez quelqu'un qui est défini pour gérer l'informatique au sein de vos structures. Soit partiellement, soit totalement. Ça peut aller d'une personne à temps partiel sur le sujet jusqu'à un directeur informatique. Ces personnes-là ont forcément des accès d'administration au système et au réseau. Donc, qui permettent de créer des utilisateurs, de faire des partages de fichiers, de changer certains paramètres sur des applications, etc. Il faut absolument faire en sorte que quand cette personne-là travaille dans son quotidien, fait des comptes rendus, des réunions, rédige des documents, etc., donc dans son quotidien qui n'a rien à voir avec l'administration informatique, utilise un autre compte que celui qu'elle utilise pour faire l'administration. Par exemple, moi qui suis administrateur, je prépare cette présentation-là, je vais sur Internet, je vais chercher de la documentation, etc. Malencontreusement, je tombe sur un site malveillant et je me chope un virus. Si j'étais connecté avec un compte d'administration, le virus que j'ai chopé va sur mon ordinateur, récupère mon compte et accès à tout le système et tout le réseau. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un peu contraignant pour les administrateurs, mais c'est très important. La séparation des comptes. La mise à jour des systèmes de sécurité, ça aussi, c'est hyper important. Les systèmes de sécurité, comme le nom l'indique, c'est ce qui sécurise le réseau. Quand on découvre des failles de sécurité sur ces systèmes-là, elles sont tout de suite référencées dans des listes publiques. C'est-à-dire que n'importe qui peut savoir que telle version de tel firewall a telle faille de sécurité. Ça, c'est normal, c'est des listes publiques. Mais malheureusement, les personnes malveillantes ont aussi accès à ces listes et donc ont la liste des failles de sécurité. Et généralement, quand il y a une faille de sécurité, les éditeurs de ces logiciels ou de ces systèmes d'infrastructure mettent à jour leur système pour corriger cette faille. Donc, si on ne met pas à jour nos systèmes avec les mises à jour qui sont proposées pour corriger ces failles, eh bien, on a sur la place publique l'ensemble des failles qu'on pourra avoir chez nous. Donc, les personnes qui sont malveillantes, ils regardent, ils arrivent à se connecter plus ou moins dans nos réseaux. Ils regardent, ah, tiens, il n'a pas mis à jour son firewall ou son switch. Il y a une faille de sécurité là, ouf, je vais pouvoir y rentrer. La revue périodique des comptes informatiques et des droits d'accès, ben ça, c'est une instance qui, si jamais quelqu'un a quitté l'entreprise, surtout pour les droits d'accès administrateur, quelqu'un a quitté l'entreprise, des fois ça se passe pas très bien. Il y a des vengeances, ça existe au niveau cybersécurité, des gens qui quittent en mauvais termes une entreprise qui ont des comptes d'accès d'administration, ils peuvent très bien casser tout le réseau avant de partir. La supervision,
Donc là, bah, c'est des systèmes qui existent aussi, hein, de supervision de ces éléments, savoir s'ils sont en panne, s'ils ont leur dernière mise à jour, si tout ça est centralisé dans un système de supervision avec envoi d'alerte aux administrateurs. Au lieu d'aller se connecter sur chacun des éléments, à la fois on centralise. Pardon. Alors, les scans de vulnérabilité, ça, ce sont généralement des entreprises externes qui connaissent très bien le niveau de sécurité actuel dans les environnements et sont en capacité de faire des scans de vulnérabilité. Ce sont en fait des hackers qui vous aident. Ils tentent de trouver où sont vos failles. Une fois qu'ils les ont trouvées, ils vont proposer un plan d'action justement avec des mises à jour, avec des ajouts de systèmes de sécurité, etc. pour justement lever ces failles. Les solutions d'analyse comportementale déployées, managées, je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez le terme EDR. Alors, EDR, c'est l'évolution de l'antivirus. En fait, aujourd'hui, les antivirus ne suffisent plus. Les antivirus, comment ça fonctionne? Ils ont une liste de failles qui est mise à jour très, très, très régulièrement, plusieurs fois par jour, en fonction de l'état de l'art, etc. Ils analysent un fichier, donc ils ont tout un tas d'éléments sur ce fichier, ils le comparent à la liste. S'il y a un match qui est fait entre la liste et l'analyse du fichier, bah, ils estiment que ce fichier comporte un virus. S'il n'y a pas d'adéquation, ils estiment que le fichier est sain. Seulement, ça aujourd'hui, ça marche plus très bien. L'évolution des antivirus, c'est de l'analyse comportementale des réseaux, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de savoir s'il y a une activité qui est pas régulière en fait. Si par exemple un PC du jour au lendemain commence à télécharger plus que d'habitude, s'il y a des mouvements de fichiers, des créations de répertoires, des suppressions de fichiers qui sont plus fréquentes que d'habitude, etc. Donc les EDR, c'est ça, c'est des analyses comportementales des réseaux qui donnent des indicateurs, des indications sur le fait qu'il y a une potentielle attaque en cours. Donc ça aussi, c'est important de les déployer. Et test d'intrusion annuel, c'est un peu comme le scan de vulnérabilité. Généralement, on sous-traite ça à des gens qui font ça tous les jours, qui sont experts en la matière, qui essayent de s'introduire chez vous et puis qui vous font un rapport, un plan d'action derrière pour s'introduire. Donc voilà, donc on a tous ces éléments-là. Et cet indicateur-là, il faut simplement, enfin, je trouve simplement, c'est un peu compliqué, je trouve que c'est un peu compliqué quand même à dire, parce que les niveaux de maturité de cet indicateur-là, c'est pas de mise en œuvre partielle minimale, mise en œuvre partielle essentielle au fonctionnement de la structure, mise en œuvre partielle, mesure de sécurité supplémentaire ou mise en œuvre totale. Donc le partiel, je ne sais pas trop où on peut se situer entre les niveaux de sécurité. Mais bon, la liste en tout cas est très intéressante. L'indicateur suivant, c'est la même chose. Même principe. Donc, est-ce qu'on couvre ça partiellement, pas du tout, moitié partiellement, etc. Mais par rapport à la sécurité applicative. Donc, série d'actions définies. Donc, est-ce qu'on a une matrice d'habilitation formalisée, c'est-à-dire est-ce qu'on sait qui accède à quelle application avec quelles habilitations et quel identifiant? Est-ce qu'on met en place des authentifications systématiques individuelles? Pas de compte générique, comme ça on sait qui fait quoi et quand. Euh, Politique d'authentification unique des utilisateurs, là on parle de SSO. Je ne sais pas si c'est un terme aussi que vous connaissez. SSO, c'est un anglicisme, hein, c'est du single sign-on, c'est-à-dire authentification unique. On s'authentifie une seule fois et les utilisateurs sont dans un espèce de gros annuaire, et c'est l'annuaire qui dit bah, cet utilisateur-là, une fois qu'il est authentifié, il peut accéder à telle ou telle ou telle application sans se réauthentifier. Revue périodique des matrices d'habilitation, ça aussi, hein, il faut qu'il y ait une revue. Une politique de déconnexion des applications utilisées, c'est-à-dire que je suis sur mon BUI, je suis en train de travailler, j'ai plein d'informations qui sont confidentielles sur mon écran.
J'ai un collègue qui m'invite à aller boire un café, je vais boire mon café. Si quelqu'un vient dans mon bureau, voit mon écran, il peut avoir accès à l'entièreté du DUI. Par contre, si je mets en place euh, une politique de déconnexion, au bout de 5 minutes, paf, il faut que je me réauthentifie pour accéder au DUI. Traçabilité des actions, ben, c'est aussi chaque élément applicatif du système d'information qui doit mettre en place une traçabilité des actions faites par les utilisateurs. Ça nous permet de voir si, par exemple, un utilisateur ne fait quelque chose pour lequel il n'a pas, il a l'habilitation mais pas l'autorisation, ben là on peut le voir. Et puis mettre en place une politique autour de ça et aussi les flux de données externes. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre notre SI, notre système d'information à l'extérieur, il faut qu'on puisse tracer qui tente, qui se connecte et qui tente de se connecter. Parce que c'est aussi un vecteur fort de sécurité, l'ouverture du système d'information à l'extérieur. Il faut absolument le sécuriser pour ne pas permettre justement à des personnes non habilitées, non autorisées à même tenter de s'y connecter. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'informations là, j'espère que je vous ai encore tous et que c'est clair. Donc là aussi, hein, partiellement ou pas, on a toutes ces actions. On continue sur la même thématique. Donc l'administration, bah, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Quand on a des comptes administrateurs, il faut les limiter à ce à quoi on a le droit. Donc quelqu'un qui est administrateur sur un sujet bien précis, son compte d'administrateur ne peut pas lui permettre de faire d'autres administrations que celles pour lesquelles il est habilité. Ne pas donner le droit d'administration sur les postes de travail, parce que nos postes de travail sont des postes professionnels. Ils nous servent à travailler, à utiliser des applications professionnelles. Si on laisse les droits d'administration sur les postes de travail, c'est-à-dire qu'on peut installer ce qu'on veut, quand on veut. Alors, il y a des choses que j'ai déjà vues régulièrement, hein, un poste de travail professionnel qui est prêté à quelqu'un qui veut des enfants. J'ai déjà eu le cas, un enfant d'un salarié qui utilise l'ordinateur portable du salarié, qui veut installer un jeu. En toute bonne foi, il installe une version du jeu qui est plus ou moins piratée, etc. Ben voilà, il y a un virus qui est dans l'ordinateur et qui peut se propager à tout le réseau. Donc il faut vraiment limiter les droits d'administration sur les postes de travail. Les postes de travail qui servent à faire de l'administration, il faut absolument limiter les droits d'accès Internet. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à tous les sites si on fait de l'administration sur un poste qui est dédié. La bonne pratique, c'est ça. On dédie un poste pour faire ça et on limite l'accès à Internet au strict minimum, au nécessaire et suffisant pour faire l'administration. Et puis, il y a le cloisonnement des réseaux pour l'administration. Donc, le cloisonnement des réseaux, c'est dire, voilà, on met tous les PC sur un réseau, les postes d'administration sur un autre, les imprimantes, par exemple, sur un troisième, et on fait en sorte que tous ces réseaux-là ne communiquent pas entre eux. Ça, ça permet, par exemple, si on attaque les postes de travail, de ne pas faire communiquer l'attaque sur les postes d'administration. Les prestataires, très important, ça c'est un truc qu'on fait pas bien, c'est-à-dire qu'il faut imposer à nos prestataires nos règles à nous de sécurité, et pas l'inverse. Souvent, c'est les prestataires qui nous proposent un contrat rédigé par eux, et là, non, il faut qu'on impose nos niveaux de sécurité aux prestataires. C'est-à-dire que s'il n'a pas le niveau attendu par l'association, c'est pas compliqué, il ne se connecte pas. Et là aussi, plusieurs niveaux. Soit on formalise une liste, après on vérifie, on voit si le prestataire il a des certifications, hein, ISO, hébergeur de données de santé, etc. Et puis on peut le formaliser dans un pass. Donc ça c'est un truc que je ne connaissais pas, c'est un plan d'assurance sécurité qui est mis dans les contrats. Donc, c'est vraiment une annexe au contrat qui contient la sécurité qu'on exige. Alors, la deuxième thème, ça va pour l'instant? Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions.
Je pense que c'est assez dense aujourd'hui, donc il y a pas mal de choses. La deuxième thématique de la dimension sécurité, c'est l'identité des usagers et des professionnels. Donc, les professionnels, il faut mettre en place, pour atteindre le premier niveau de maturité, une politique et des procédures formalisées de gestion des comptes. C'est-à-dire que comment on organise la gestion des comptes. On parle aussi d'entrée, de sortie, d'habilitation, tout ça doit être formalisé. Une politique d'annuaire et de gestion des authentifications. Donc, c'est ce dont je parlais aussi tout à l'heure, hein, ça revient un petit peu au même que le SSO. Donc, toutes les informations sont rassemblées dans un annuaire. Chez Microsoft, c'est le plus répandu, on appelle ça un Active Directory. Et c'est dans l'Active Directory que chaque personne est identifiée et ses droits, ses habilitations sont aussi identifiés dans l'Active Directory de manière centralisée. Une politique de mot de passe conforme ANSI. Alors là, c'est un peu compliqué à mettre en place parce que c'est pas très compréhensible par les utilisateurs. Le fait de devoir, par exemple, imposer un mot de passe de 12 caractères avec des caractères spéciaux, des chiffres, des majuscules, des minuscules, qui peut pas être identique aux 4 ou 5 derniers qu'on a mis en place. Il existe des outils de gestion de mots de passe, des coffres-forts de mots de passe qui permettent de mettre des mots de passe complètement tarabiscotés et d'aller les chercher dans un coffre-fort. Mais oui, c'est un truc qui est assez compliqué à mettre en place, surtout pour les utilisateurs qui n'ont pas la sensibilité informatique. Et puis la mise en place d'une authentification forte pour accéder aux services numériques. Alors quand ils appellent services numériques, je suppose que ce sont les services proposés par l'ANS, bah, DUI, DMP, etc. Donc des services qui contiennent des informations de santé sensibles, etc. Authentification forte, ça c'est ce qu'on appelle la MFA, multifacteur authentification. On met notre mot de passe et en plus du mot de passe, on reçoit soit un SMS, soit un mail avec un code qui certifie que ce soit bien nous qui sommes derrière. Alors, pour les usagers, on est dans la même chose. C'est quasi la même chose, à deux exceptions près. C'est que non seulement on doit être conforme à l'ANSSI, mais on doit être conforme à la CNIL, parce qu'on utilise des données personnelles de nos usagers. Et l'identification des usagers doit être conforme à l'identito-vigilance, donc c'est un référentiel qui est aussi paru à l'ANS, donc c'est-à-dire qu'on respecte l'INS. C'est-à-dire que chacun des usagers doit avoir une identité qualifiée au niveau national. Donc là, je suppose que tout le monde connaît plus ou moins l'INS. Enfin, ceux en tout cas qui sont dans le programme SMS numérique savent bien ce que c'est. En fait, c'est le fait d'identifier de la même manière un usager dans chaque système d'information. Donc, si demain il part, par exemple, des papillons blancs pour aller à la FJ, bah, si on a bien géré l'INS tous les deux, bah, on peut envoyer des informations concernant cet usager grâce à l'INS. L'usager sera reconnu dans les deux systèmes d'information. La troisième thématique, prévention et réduction des risques. Donc là, la sauvegarde et conservation des données. Les sauvegardes, il faut faire une politique. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on sauvegarde, quand, à quelle fréquence, la durée de rétention, quand est-ce qu'on efface nos sauvegardes, etc. Donc les fréquences, là on est déjà au deuxième niveau. Et puis après, non seulement il y a les sauvegardes, mais il y a les archivages. Par exemple, si on définit une politique de sauvegarde qui dit qu'on garde une rétention de 15 jours de nos sauvegardes, eh ben, une fois tous les 15 jours, ou une fois tous les mois, tout dépend de la politique qu'on veut mettre en place et de la valeur qu'on donne à nos données, on fait un archivage qu'on garde, par exemple. Et puis, important aussi, c'est tester nos sauvegardes. C'est-à-dire que si on se retrouve dans une grosse problématique où on a perdu notre système d'information, nos bases de données, etc., on va être dans la panique. Et si on se rend compte à ce moment-là que nos sauvegardes ne fonctionnent pas, enfin, surtout la restauration ne fonctionne pas, ben là, on a tout perdu. Donc, il faut, de manière régulière, faire
une restauration de nos sauvegardes pour voir si elles fonctionnent bien. Alors, la même chose pour la mise à jour. Donc, j'en ai un peu parlé aussi tout à l'heure. Chaque application a des mises à jour, hein. Vous le voyez tous les jours avec vos Windows de vos PC, hein, régulièrement. Il y a une mise à jour qui doit être faite. Ça dure même des fois un quart d'heure, juste quand on doit partir et qu'on est pressé. Mais ces mises à jour, elles corrigent en fait des failles de sécurité. C'est important de les installer parce que ça diminue l'espace vulnérable de notre système d'information. Donc, les mises à jour, elles se font partout, c'est-à-dire sur les PC, sur les imprimantes, sur les firewalls, sur les switches, sur tous les éléments qui composent le SI, elles se font. Donc, c'est important d'avoir un inventaire de tout ça. Et puis, les mises à jour, soit on les fait manuellement quand on a le temps, soit on met en place une politique de mise à jour aussi qui peut être automatisée et qui peut même aller jusqu'à parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, il y a des mises à jour, surtout chez Windows, chez Microsoft, qui à partir du moment où on les a installés, ben, le logiciel qui est sur le PC ou le serveur ne fonctionne plus. Ça arrive de temps en temps parce que dans la mise à jour, il y a un composant Microsoft qui a été modifié et qui est utilisé par le logiciel qui est installé sur ce serveur-là, et hop, il n'y a plus rien qui va. Donc c'est pour ça que le dernier niveau de maturité, c'est euh, un plan de maintenance prévisionnel des logiciels. Et en fait, là, on est dans la même chose, politique, mise en œuvre, c'est ce que je viens de dire. En fin de compte, j'ai un peu mélangé les deux indicateurs, mais on est vraiment dans ce que je viens de vous dire. Donc, on a des mises à jour, soit on le fait de manière manuelle, un petit peu quand on a le temps, soit on le prévoit, et si on a encore plus de maturité au niveau de notre SI, on peut les tester et voir si elles ne perturbent pas les applications qui sont installées. Ensuite, quatrième indicateur de cette thématique, l'analyse des risques et police d'assurance. Donc là, on est plutôt au niveau qualité de la sécurité du système d'information. On peut mettre en place une analyse des risques. Il y a d'ailleurs une méthode qui s'appelle EBIOS pour faire ça. Elle est disponible sur le site de l'ANSSI. J'ai mis le lien à la fin. Et une fois qu'on a fait cette analyse de risque et qu'on est conscient du risque de la sécurité, enfin de la cybersécurité qu'on a sur notre système d'information, on peut avoir une assurance. En fait, quand on veut avoir une assurance cyber, il faut vraiment qu'on ait tout un tas d'informations. Les, les assurances exigent à ce qu'on ait ces documents-là. Alors, évaluation, la quatrième thématique, évolution des modes de travail et prise en compte des risques associés. Donc là, on parle de messagerie. Donc vous savez que la messagerie est le plus grand vecteur de propagation de virus dans les entreprises. Donc, il y a des méthodes techniques pour essayer de diminuer au maximum, hein. Donc, ce sont les antivirus qu'on peut mettre en place. Mettre en place des outils de signalement de mails malveillants et surtout les traiter derrière. Donc, sensibiliser les personnes à ne pas ouvrir les mails qui leur semblent malveillants et faire part au service informatique quand il y en a un du mail malveillant pour que derrière on puisse améliorer les antivirus et etc. pour que ce type de message ne passe plus. Alors, échange de messages uniquement avec une liste de contacts autorisés, c'est compliqué. Moi, je connais un outil qui fait ça qui s'appelle Mail in Black. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Vous envoyez un mail à quelqu'un, vous avez un message en retour avec un petit check, un ensemble de mots, avec un mot colorié. Il faut mettre le mot qui est colorié pour s'assurer qu'il n'y ait pas qu'il y ait vraiment une personne derrière et pas un robot informatique qui essaie d'envoyer des messages. Et puis l'activation du chiffrement entre les serveurs de messagerie, bon, là on est quand même à un niveau assez élevé. Le chiffrement du message, on peut le faire à deux niveaux, soit on chiffre un message, donc on le rend illisible
par le Kidam, en fait. On chiffre un message, on l'envoie, on envoie par un autre biais un mot de passe de déchiffrement à la personne à qui on a envoyé le message, qui peut le déchiffrer. Ou on fait ça entre serveurs de messagerie. Ça, c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire que tous les messages qui partent d'un serveur et qui vont vers un autre sont chiffrés et déchiffrés de l'autre côté. La mobilité, donc, utilisation exclusive du matériel professionnel, hein, on en parlait un peu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que l'ordinateur professionnel sert à travailler avec les logiciels et les outils du travail. Lorsqu'on est à l'extérieur, plutôt que d'ouvrir ces outils-là sur Internet, on utilise un VPN, ce qui permet de rentrer de manière sécurisée dans le système d'information de l'entreprise et de pouvoir utiliser les applications comme si on était à notre bureau. Blocage des équipements amovibles, c'est aussi important, les clés USB, entre autres. Les clés USB, c'est un truc qui n'est absolument pas maîtrisé dans un système d'information. N'importe qui peut avoir une clé USB dans sa poche. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas qui l'a utilisé, etc. Même si la personne est dans toute bonne foi, au niveau de la gestion du système d'information, on ne connaît aucune clé USB. Donc, la bonne pratique, c'est on n'autorise rien. Et si jamais quelqu'un a besoin d'utiliser une clé USB, il doit se rendre chez les informaticiens qui, eux, analysent la clé et l'autorisent sur le système d'information. Et aussi, le dernier point, chiffrement ou absence de données en local, c'est-à-dire que si on a un ordinateur portable, on travaille, on a des données sensibles, on essaye de faire en sorte qu'elles ne soient pas dans le disque dur de l'ordinateur, mais sur les disques réseau proposés par la structure, ou si ils sont en local, les chiffrer, on sait facilement faire ça, par exemple avec Zip, on les zip et on met un mot de passe sur les fichiers, comme ça, si jamais on se fait piquer l'ordinateur, on le perd, la personne qui récupère l'ordinateur n'est pas en capacité d'avoir accès à des données sensibles. Et puis, chose très 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 importante au niveau sécurité, c'est la sensibilisation, parce que la plupart des virus, ils viennent d'une mauvaise manipulation humaine. C'est-à-dire qu'on reçoit un mail, on clique sur un lien, on télécharge un fichier qui contient un virus, etc. Donc c'est vraiment la sensibilisation auprès des utilisateurs sur les bonnes pratiques à utiliser dans le cadre de la cybersécurité. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'en ai fini. Tout à fait. Je reconnais que ça a été assez dense. Là, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? N'hésitez pas. Tout a été clair? Pas de questions, tout est clair. Merci beaucoup. Ah bah, merci à vous. Ok. Donc j'ai mis un lien vers l'ANSSI, un lien vers le corpus documentaire de l'ANS sur la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. Toujours le lien vers le référentiel Matura. Et le lien vers la petite data vise que j'ai faite autour de ce référentiel aussi. Voilà, voilà, Super, merci la série de beaucoup. webinaires est terminée. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, hein, nos mails, en tout cas mes coordonnées et ceux de ma collègue, voilà, sont disponibles dans le support. Donc le support vous sera envoyé ainsi que le replay de ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, nous vous répondrons. Très bien, écoutez, je vous remercie en tout cas, nous vous remercions de votre présence sur ce webinaire et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci beaucoup, Merci, merci à vous. bonne journée. Passez une bonne journée.